Bonjour à tous, alors comment calculer sa performance en bourse? Arrive la fin de l'année et donc on va calculer la performance en bourse qu'on a pu faire, que ce soit dans les PEA, dans les comptes titres, mais arrive aussi la problématique de si vous êtes amené à faire régulièrement des apports de cash ou à l'inverse que vous êtes amené aussi régulièrement à retirer du cash de votre PEA, de votre compte titre, etc. Arrive évidemment le calcul de comment je vais retraiter tout ça de manière à ce que je puisse en déduire une sorte de performance normalisée de ces retraits ou de ces apports de cash que je fais régulièrement. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode pour pouvoir retraiter tout ça et pour pouvoir avoir une vision, je dirais, assez normalisée de votre performance en bourse. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté, je vous dis donc à tout de suite. Alors avant de commencer donc cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur X, anciennement Twitter. Je vous ai mis ici mon compte et je publie quasiment tous les jours sur la bourse et sur les stock picking. Alors comment mesurer donc sa performance en bourse? Donc ici dans cette vidéo on va regarder une méthode qui est une façon de faire, notamment qui permet de retraiter lorsqu'on fait des versements et des retraits réguliers. Et c'est une sorte de méthode pour normaliser la mesure de la performance. Mais on verra que cette méthode que je vais vous détailler ici, elle a aussi ses limites. Alors on va faire un cas qui est le cas le plus simple où là on va faire pas de retrait, pas de versement, et dans ce cas-là, évidemment, la mesure de la performance, c'est assez simple, puisque vous avez une sorte de poche d'actifs qui est placée en bourse, et il n'y a aucun flux qui rentre, aucun flux qui sort, il suffit juste de faire la différence de la valeur liquidative entre les deux dates retenues pour mesurer la performance, et on en déduit la performance. Donc par exemple, pas de versement et pas de retrait, supposons que la date 1, c'est le 1er janvier, la valeur des actifs, elle a une valeur de 100, donc là c'est à la fois la partie cash et la partie actif côté, la somme des deux, ça fait 100. Et supposons qu'à la date 2, donc par exemple le 31 décembre de la même année, la valeur des actifs a fait 108, qui est aussi la somme de la partie cash et de la partie actif côté. Donc vous avez donc une performance de 8% sur la période ici considérée, puisque vous avez eu aucun flux qui est rentré, aucun flux qui est sorti. Donc ça, je dirais, c'est la méthode la plus simple. En fin de compte, ça se complique lorsqu'il va y avoir notamment des retraits ou des versements. Et il y a une méthode qui permet de retraiter ça, qui s'appelle la méthode valeur de la part, qui s'appelle plus exactement dans la littérature le taux de rentabilité pondéré par le temps. On trouve aussi TRPT des fois dans des documents. Donc là ici, toute la stratégie de cette méthode est de raisonner en parts. Et pourquoi est-ce qu'on raisonne en parts? Donc je vous donne ici l'exemple d'un reporting en fait d'un fonds qui s'appelle HMG Découverte. Et vous avez ici dans la partie prospectus valeur liquidative de la part. Donc là vous avez au 30/11/2023 une valeur de la part qui est donc de 276,42 €. Donc il faut savoir que les gérants de fonds en fin de compte utilisent en fin de compte la méthode de la valeur de la part pour mesurer leur performance. Donc quand on voit les graphiques ici, ce sont les graphiques de la valeur de la part qui peuvent donc comparer à des indices. Donc je vous ai pris ici un tableau pour vous donner des exemples en fait d'évolution dans le temps de ce qui s'appelle la valeur de la part. Donc ici vous avez une colonne pour les dates où il va y avoir des opérations. Vous avez ici la valeur des actifs qui sont donc placés en bourse. Vous avez ici le nombre de parts. Vous avez ici la valeur de la part. Vous avez ici si on fait des apports au milieu de la période considérée ou si on fait des retraits. Alors première date en fait c'est le 1er janvier 2023. Supposons qu'on fasse un apport de 100 € et on apporte donc une valeur de 100. Donc la valeur des actifs en fait c'est 100. On va supposer que le nombre de parts c'est 1. Donc la valeur de la part c'est 100. Et au cours de l'année en fait boursière, vous allez placer en fait vos liquidités et vous allez vous retrouver par exemple le 15 juin 2023 avoir une valeur d'actifs qui est donc de 120, qui prend donc en considération les plus-values boursières qui ont été données, les dividendes qui ont peut-être été versés, la partie cash que vous avez peut-être aussi. Mais entre le 1er janvier et le 15/6, on n'a toujours pas fait d'apport. Donc le nombre de parts n'a pas changé et la valeur de la part est donc à 120. Donc si ici on fait un graphe sur la valeur de la part, on va avoir donc une part qui aura monté ici de 20%. Et supposons donc que lors de cette même journée en fait du 15/6, le soir, on considère de faire un apport de 120. On veut doubler le capital que l'on a mis en bourse. Alors vu que la valeur de la part c'est 120 et qu'on apporte 120, ça veut dire qu'on apporte l'équivalent d'une part. Donc le nombre de parts à ce moment-là, il va doubler et vous allez vous retrouver avec des valeurs des actifs placés en bourse après avoir fait votre apport le 15/6 après la clôture de la bourse, qui va donc être de 240. Vous aurez les 120 de la valeur liquidative du 15/6 avant votre apport, plus les 120 du cash que vous avez amené. Et puis supposons qu'au 31/12/2023, la valeur liquidative donc de tous vos actifs qui étaient à 240 le 15 juin passe à 260, vous vous retrouvez avec une valeur de la part qui est de 130. Donc à ce moment-là, on peut dire que la valeur de la part elle est passée de 100 à 130, donc plus 30% lors de cette année 2023. Donc ce qu'il faut retenir ici, dans cette façon de calculer, c'est que la méthode qui s'appelle valeur de la part, elle a pour objectif, à chaque retrait ou à chaque apport, on va garder la valeur de la part constante.
Donc à chaque fois qu'on va apporter de l'argent, la variable d'ajustement par rapport à la gestion d'actifs qui va grossir vu qu'on apporte de l'argent, la variable d'ajustement ça va être le nombre de parts qui vont donc augmenter lorsqu'on apporte du cash ou qui vont donc diminuer lorsqu'on retire du cash. Mais la valeur de la part, en fait, au moment de ces opérations d'apport et de retrait, ne va pas bouger. C'est pour ça que ça s'appelle la méthode valeur de la part. Alors j'ai remis ici le tableau en vert de l'exemple précédent où on avait donc le 1er janvier 2023 une valeur de la part de 100, la date du 15 juin on a fait un apport de 120 et puis la valeur de la part qui est au 31 décembre 2023 qui est à 130. Voilà, donc j'y reviens pas. Alors supposons que maintenant sur l'année 2024 on a un retrait qui arrive le 4/04/2024. Alors comme on l'a dit, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter la valeur de la part en fin de compte juste avant d'avoir notre retrait qui arrive. Donc supposons que les actifs boursiers qui vivent leur vie passe de 260 à 240 au 4/04/2024. Le nombre de parts étant de 2, puisque entre cette date du 31/12 et le 4/04, on n'a pas fait d'apport ni de retrait. On a donc une valeur de la part qui est donc de 120. Supposons qu'on fasse un retrait de 60. Ce qu'on voit, c'est qu'on va détruire l'équivalent de 0,5 parts. Donc le nombre en fait de compte de parts après avoir fait notre retrait va être de 1,5, c'est-à-dire 2 moins les 60 divisé par 120 qui est la valeur de la part. Et le nombre d'actifs qui vont être sous gestion va passer donc de 240 à 180, la différence étant de 60 qui est sortie en fin de compte de la bourse. Et la valeur de la part, elle, comme on l'a dit, puisque c'est le principe de cette méthode valeur de la part, la valeur de la part, elle n'a pas bougé. Et supposons qu'après, vous vous retrouvez avec une valeur liquidative de vos actifs qui vivent leur vie, puis qu'au 31 décembre 2024 se retrouve à 165, vous avez une valeur de la part qui passe à 110, puisque ici, on a toujours 1,5 part, puisqu'entre le 0,4/04 et le 31/12, on n'a pas fait d'apport ni de retrait. Donc autrement dit, ici, on se retrouve avec, sur 2024, une valeur de la part qui est passée de 130 à peu près à 110, qui fait donc un moins 15%. Mais en fin de compte, cette façon de calculer valeur de la part, elle a quand même une limite. Donc là, cette méthode, en fait, elle est idéale pour les fonds, puisque un gérant de fonds qui publie sa performance ne doit pas prendre en compte si les retraits ont lieu plutôt en point haut ou en point bas, ou s'il y a des apports d'actifs à gérer, de cash, frais, qui arrivent en point haut ou en point bas des marchés. Donc c'est pour ça qu'on retraite tous les retraits et tous les apports pour avoir une valeur de la part qui reste identique. Par contre, pour un particulier, il y a vraiment une grande différence. Et là, je vous donne un exemple. Donc supposons ici qu'on a un portefeuille que l'on crée le 1er janvier 2023, on verse 100, donc le nombre de parts c'est 1, valeur de la part c'est 100. Puis supposons que le 15/06, on fasse un apport de 90 et que les marchés ils ont un petit peu baissé, donc vous vous retrouvez avec une valeur liquidative de vos actifs en bourse qui est passée de 100 à 90 le 15 juin, et vous appointez de 90, donc vous allez doubler le nombre de parts. Donc on se retrouve avec le même principe, hein, le nombre de parts en fait passe à 2, la valeur de la part par principe de cette méthode ne bouge pas, reste à 90, et la gestion des actifs passe de 90 à 190 puisqu'on a 90 en apport. Et supposons qu'au 31/12/2023, eh ben, votre valeur de la part, elle se retrouve à 100 puisque vous vous retrouvez avec des valeurs d'actifs qui passent à 200. Donc ce qu'on voit, c'est que la valeur de la part, en fait, elle est passée de 100 à 100, donc elle a fait une perf de 0. Donc effectivement, la valeur de la part, elle n'a pas bougé. Mais en fin de compte, si on regarde d'un point de vue particulier qui, lui, a apporté du cash dans les actifs financiers, il a apporté 100 au 1er janvier lors de la création, il a apporté 90 le 15 juin, il se retrouve à avoir apporté 190 pour une valorisation boursière qui est de 200. Donc lui, il a fait un gain de 10. Donc vous vous retrouvez là, en fait, avec une distorsion où vous avez, en fin de compte, la méthode valeur de la part qui ne prend pas en compte le fait qu'on peut apporter du cash, notamment dans des creux, et à ce moment-là, on peut faire des gains beaucoup plus élevés. Donc vous pouvez avoir, en fin de compte, une valorisation de votre performance en bourse en termes de gains potentiels qui peut être beaucoup plus élevé que la valeur de la part si, par exemple, vous avez apporté du cash, notamment sur des points bas. Et on va voir ici de façon plus détaillée avec deux exemples. Donc je vais prendre deux portefeuilles témoins. Un qui a donc ici des dates D1, D2, D3, D4, D5, D6, puis ici des valeurs liquidatives, donc de 100, qui est la valeur initiale, une valeur finale qui sera de 150, et puis supposons qu'on fasse un apport, en fin de compte, sur un point bas ici à la date D4. Donc on se retrouve avec ce portefeuille 1 qui a cette caractéristique, c'est qu'en fait on fait un apport de 100 en cash lors de la création, après les marchés boursiers vivent leur vie, on se retrouve avec un point bas ici en date D4, à ce moment-là on apporte 30 en cash, en point bas, puis en D6 on aura une clôture qui sera toujours avec un arrangement, je dirais, de la valeur liquidative que j'ai fait moi-même pour arriver à ce résultat. On va avoir la valeur de la part de D1 va être égale à la valeur de la part de D6. Ce qui fait que, d'un point de vue, par exemple, gérant de fonds, on n'aura créé aucune valeur ici. Supposons qu'on va prendre maintenant un deuxième portefeuille qui s'appelle un portaf 2, où on va voir aussi, je dirais, des caractéristiques identiques au début, c'est-à-dire qu'en D1, on crée le portefeuille, on fait un apport de 100 en cash. En D2, on fait un apport de 30 en cash, mais là, au lieu d'être en point bas, comme ici en D4, ici on est plutôt
en point haut. Et puis supposons que je fasse aussi un arrangement de mes calculs pour que la date D6 elle a une valeur liquidative de clôture qui fait que la valeur de la part de D1 égale la valeur de la part de D6. Ce qui fait qu'en fin de compte, vous vous retrouvez avec la valeur de la part du porte-AF 1 ou la valeur de la part du porte-AF 2 n'a absolument rien fait. On est parti à 100 et puis on se retrouve ici à 100 et ici on est parti à 100 et on se retrouve ici à 100. Sauf que si on regarde plus finement, je vous ai fait ici les différents calculs que l'on avait vus précédemment, donc je peux les redétailler pour cet exemple du porte-AF 1. Donc en D1, on a la création ici des 100 euros que l'on verse, donc nombre de parts 1, valeur de la part 100. En D2, bah, ça vit sa vie. En D3, ça vit sa vie. Le nombre de parts ne change pas puisqu'on n'a toujours pas fait notre apport en cash. Supposons qu'en D4, on veuille apporter en fin de compte 30 de cash. Avant notre apport, la valeur liquidative des portefeuilles était de 60. Donc là, on était plutôt sur un point bas du marché. Donc le nombre de parts était toujours de 1. Donc vu qu'on apporte 30, en fait, la valeur de la part étant de 60, on apporte une demi-part. Ce qui fait qu'en actif sous gestion, vous vous retrouvez avec 90, 60 plus 30. Le nombre de parts, c'est un 5 et la valeur de la part qui change pas parce que je le rappelle, c'est le principe de cette méthode. Quand vous faites des apports ou des retraits, la valeur de la part ne bouge pas, c'est le nombre de parts qui fait la variable d'ajustement. Et supposons qu'après on se retrouve avec D5 qui vit sa vie, puis D6 qui vit sa vie avec une valeur en fait de la part qui passe à 100. Et donc vous vous retrouvez avec une valeur liquidative de 150 pour 1,5 parts. Supposons que maintenant on va faire le même détail avec le porte-AF 2. Donc vous vous retrouvez ici avec le D1, la création. Ici on apporte 30, mais au lieu de le faire sur un point bas, on le fait sur un point haut. Puis au final, en fin de compte, on se retrouve ici avec une valeur liquidative qui va être aussi 200 ici. Donc on voit porte-AF 1, porte-AF 2. Au final, on a apporté 100 à la création. Au milieu du parcours, on a misé 30 de plus ici. On était sur un point bas. Ici, on a misé 30 de plus, mais on était plutôt sur un point haut. On se retrouve avec une performance de la part qui est de 0 dans les deux porte-AF. Mais pour autant, si vous regardez ici pour le porte-AF 1, pour un placement étalé dans le temps de 130, en fait, on se retrouve avec une valeur liquidative de 150, ce qui fait qu'on a fait un gain de 20. Tandis qu'ici, en fait, pour le porte-AF 2, avec un placement aussi de 130, la valeur à D6 c'est de 125, donc on a fait plutôt une perte de 5. Alors que la valeur de la part, elle est exactement la même dans les deux portefeuilles. État initial égale état final égale 100 égale performance de 0%. Alors en synthèse, en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? On voit bien que la valeur de la part ne reflète pas toujours forcément la rentabilité en fin de compte des capitaux qu'on va mettre dans les actifs financiers. Alors ce qu'il faut retenir dans cette méthode valeur de la part, qui s'appelle donc taux de rentabilité pondéré par le temps, c'est que c'est une méthode qui est utilisée par les fonds pour retraiter les apports et les retraits. Alors pourquoi est-ce que c'est une méthode qui est utilisée comme ça, alors qu'on a vu qu'il y a un biais sur la performance en termes de quantité d'euros qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre? C'est parce que le gérant qui gère un fonds, il doit avoir une performance qui ne doit pas dépendre de s'il a des retraits en haut de marché ou des retraits en bas de marché, ou inversement s'il a des apports en bas de marché ou en haut de marché. Lui, il a une technique qui est la valeur de la part pour avoir en fin de compte une comparaison par rapport à un indice pour qu'il puisse voir s'il génère de l'alpha ou pas. Par contre, pour un particulier, faire cette méthode valeur de la part, ça permet en fin de compte de se comparer à des fonds. Voilà. Mais pour autant, vous voyez bien que ça peut différer des gains ou des pertes que vous générez en termes d'euros selon les moments des apports ou des retraits que vous pouvez faire. Autrement dit, la méthode valeur de la part, elle a ça comme défaut, c'est qu'elle prend pas du tout en compte sur le fait que est-ce que vous êtes en capacité, par exemple, de ramener beaucoup de capital en bourse au moment où on est sur des moments de marché type crack, où c'est la fin du monde et on est sur des points plutôt bas. Alors il existe en fait une deuxième méthode que je ne vais pas détailler ici, parce qu'elle pourrait faire l'objet d'une vidéo à part, qui est la méthode qui s'appelle la méthode TRI, en fin de compte, pour taux de rentabilité interne, que Excel sait faire via cette commande, en fait, donc TRI paiement, qui permet de prendre en compte justement cette particularité des apports et des retraits selon les points hauts et les points bas de marché. Mais c'est pas du tout cette méthode qui est utilisée par des fonds. Donc si vous voulez mesurer, comparer votre performance par rapport à des fonds, il faut que vous utilisiez la méthode de la part. Par contre, si vous voulez mesurer vraiment votre performance en termes de taux de rentabilité des capitaux que vous pouvez amener sur des points hauts, des points bas, ou des retraits que vous pouvez faire sur des points hauts ou des points bas, c'est plutôt la méthode du TRI qu'il faut utiliser via une commande Excel qui existe ici, qui est donc celle-là. Bon voilà, donc j'ai donc fini avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme méthode. Est-ce que vous avez des logiciels? Ça m'intéresse. Mettez-le dans la barre de commentaires. Est-ce que vous avez des logiciels en fin de compte qui utilisent une façon de calculer la performance de vos portefeuilles? Est-ce qu'ils sont plutôt sur méthode de la part? Est-ce qu'ils sont plutôt sur les TRI? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez ma newsletter. Donc pour s'inscrire, vous allez dans la barre de commentaires, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail. Vous recevrez alors 30 minutes de cours gratuits sur les états financiers, ainsi que mes analyses de dernières sociétés cotées, et puis tous les contenus que je réserve de façon exclusive aux inscrits à ma newsletter. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt, ciao!